Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce TCG Show un peu particulier puisque mon acolyte Maxilad n'est pas là. Il était à Cannes pour la délibération des As d'Or et donc je vais vous faire un petit TCG Show tout seul, voilà, mais qui en plus sera un peu particulier, une sorte de hors-série, puisqu'on va faire de l'analyse de cartes principalement. C'est parti. Hey, j'espère que ça va tout le monde, c'est bon au niveau du son. Ouais, normalement vous m'entendez bien, c'est parfait. Je vais passer sur moi puisque il n'y a que ça qui va être intéressant ce soir. Non, je vais évidemment vous parler de cartes et notamment je vais vous révéler une carte exclue dans quelques, allez, je dirais dans 20 minutes, quelque chose comme ça. On va faire une petite intro et puis après on va aller sur du Lorcana. Je vais vous analyser des cartes Lorcana comme je faisais un petit peu à l'époque. Et ensuite on passera sur du Magic parce qu'on a eu plein d'infos sur notamment l'édition Tortue Ninja qui est censée sortir en mars, mais il y a eu des sortes de leaks qui du coup ont créé des reveals. Bref, j'ai plein de choses à vous dire sur des cartes et je me suis dit, bah, comme il n'y a pas Max ce soir, je vais faire un truc un peu particulier. Je joue un petit coup. Et en fait, je sais qu'il y a eu des news sur Alter, je sais qu'il y a eu des news sur Star Wars, il y a eu des news sur d'autres TCG. Mais je garde tout ça pour la semaine prochaine. Donc semaine prochaine, TCG Show classique, rendez-vous le mardi à 21h précise sur Twitch. Et aujourd'hui, 21h à peu près précise, eh bien on va parler principalement de l'Orcana et de Magic, mais ça m'intéresse en vrai d'avoir votre avis sur ce style d'émission. Est-ce que je mettrai ce genre d'analyse dans les futurs TCG Show? Est-ce que ça vaut le coup de faire des émissions à part entière? Est-ce que vous juste vous en fichez? Bref, moi ça m'a pris un petit peu de temps à préparer, et donc vous me direz un peu ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les sponsors, c'est à moi de le faire cette fois-ci. Alors, c'est Play-in. Mais Play-in, le code a changé. Maintenant, il faut faire 10 LJD 26, je crois que c'est l'inverse. 26 LJD 10. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Dites-moi le chat. Il y a LJD au milieu, et il y a 10 d'un côté, 26 de l'autre. Sauf que, sauf que je ne sais plus, j'ai plus le temps de réviser. Je ne sais plus où est-ce qu'il l'a mis. Je crois que c'est 10. Essayez les deux dans le doute. Essayez les deux. Il y a bien un man dans le chat qui va venir en aide. Dimanche 10. Non, c'est fini ça. Plus... Merci Judas. Merci Judas et bon, parfait. Donc c'est 26 LJD 10. Il faut commencer par l'année. J'essaie de me rappeler. Donc 26 LJD 10, ça fonctionne sur Play-in si jamais c'est votre premier achat avec ce compte. Et donc vous aurez moins 10% sur votre panier. C'est quand même vraiment très cool. Ça fonctionne pas sur Pokémon, mon petit malin. Et enfin, l'autre code, c'est 26 LJD 50. 50% peut-être? Non, 50% de 50% de... des phrases sur mon... Bref, je viens de recevoir un message qui m'a choqué. 50% disais-je de points de fidélité en plus sur, du coup, sur l'ensemble de la commande, mais qui servira pour la prochaine commande, puisque ce sont des points, des bons de fidélité. Voilà, ensuite il y a GameGenic, qui sont évidemment les boss du slivage. J'ai pas de carte... Ah bah si, t'as regardé, j'ai du... Ça c'est du perfect en même temps, c'est les cartes qui font pile la taille de la carte, mais le Game Genic c'est cool. Mangez-en, protégez vos cartes de taille standard ou non standard d'ailleurs, ils font aussi pas mal d'autres cartes, si jamais vous les trouvez. Et salut à ceux qui s'abonnent, je vais évidemment pas avoir le temps de remercier tout le monde, mais vous êtes évidemment des boss. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc on va se lancer dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par l'Orcana. En gros, j'avais commencé à faire une analyse de cartes que j'ai pas eu le temps de finir, mais je me suis dit c'est pas grave. Je vais déjà vous montrer un petit peu comment ça se passe. À la fin de cette analyse, je vous révélerai donc la carte exclue. Merci encore à Ravensburger pour nous filer des cartes exclusives à vous révéler sur les jours du dimanche. Et ensuite, on passera sur Magic, TMT, Teenage, Mutant, Turtle. Il n'y a pas un autre, il me semblait qu'il y avait un N qui se battait quelque part. Bah, une ninja, c'est des ninjas. Bref, on va tenter une ninja qui a été en grande partie révélée, une édition qui va pas arriver tout de suite. Mais j'ai déjà pas mal de petites choses à dire dessus, donc vous me direz ce que vous en pensez. TMNT, exactement, merci beaucoup, Ivan le boss. Allez, on est parti sans plus attendre. On va aller sur l'Orcana et sur Givre-Sort, une édition qui sort le 13 février dans les boutiques spécialisées. Alors, je me mets en full screen. Ah, avant ça, quand même. Avant ça, je tiens à dire que le TCG Show de la semaine dernière, est sorti un petit peu en retard. Il est sorti ce matin au moment où je tourne. On va essayer vraiment de faire en sorte que ce soit... Dans l'idéal, moi j'aimerais le sortir le vendredi. On fait les lives le mardi soir. J'aimerais le sortir le vendredi pour que vous ayez le week-end pour pouvoir vous
faire plaisir avec toutes ces news TCG. Donc voilà, c'est prévu, mais il y a eu un problème de miniature notamment, donc on fait ce qu'on peut. Et on essaiera de mettre un maximum de rediff là-dessus. Bon, je ne vais pas forcément vous inviter, je vais pas forcément vous les montrer, mais sachez que je me suis quand même galéré. Si, je vous les montre quand même. Je me suis galéré à faire. Donc ça, c'est notre super chaîne. Attendez, comme ça, c'est bien, ça me permettra de voir si ça fonctionne. Hop là, petite auto-promo. Nickel. Oh là là, Rovception, vous avez vu. Donc voilà, on parlait. Voilà, et regardez tout ce que j'ai fait pour vous. Parce que je sais qu'il y en a qui ça a plu et je ne l'avais pas fait la dernière fois. Regardez-moi ce sommaire énorme! Parce que j'ai pas mis que genre Magic, Pokémon, non, j'ai mis tous les trucs qu'on avait. Donc voilà, vous pouvez aller là-dessus, tac, et vous allez voir le chapitrage. Donc, je le ferai aussi pour cette vidéo-là. Et je tâcherai de le faire maintenant pour toutes les vidéos. Pour la plupart des vidéos, maintenant j'essaie de le faire, mais bon, des fois j'ai pas forcément le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le dernier TCG Show. Et bon, du coup, ça va être plus facile à chapitrer pour cette fois-ci. Et enfin, je vous le dis maintenant, mais je vous le dirai, je vous le rappellerai à la fin du stream. Mais notamment si vous regardez sur Twitch, parce que si vous regardez sur YouTube, quoique, si effectivement ça arrive vendredi, il y a peut-être des chances que ce soit bon pour vous. Sachez qu'on a bousculé nos programmes, puisque comme on a eu la conférence de presse des As d'Or, qu'on a commenté de main de maître avec Ted Etienne, pas plus tard qu'il y a quelques heures, là, où, juste après notre gros gueuleton qu'on s'est fait tous les deux, eh bien, on a commenté ça c'est les nommés pour les As d'Or 2026, et on fera donc tous les jeux, même ceux qu'on a déjà fait. On a notamment joué déjà à Toy Battle, on a joué à Rebirth, bref, on avait déjà fait quelques-uns, Zenith, tout ça. Et ben, on va refaire à chaque fois une émission pour pouvoir vraiment avoir toute la sélection des As d'Or. Donc c'est à partir de vendredi 30 janvier jusqu'au dimanche 1er février. Et ça commence à 14 h, ça finit à minuit passé, parce qu'en plus on a mis à la fin les jeux experts, comme ça on a le temps. Si jamais on doit se coucher plus tard, on se couchera plus tard. Voilà, vous avez à peu près tout ce que je voulais vous dire, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va donc aller sur Givre-Sort qui est la 11e édition de l'Orcana. Je bois un petit coup, on y va. On comprend pourquoi Max présent, c'est un vrai métier. Moi je suis aussi comme Rof, trop de blabla si je suis un passionné. Je pourrais vous tenir pendant des heures. C'est parti, Givre-Sort, si je fais ça normalement, ça fonctionne. Hop là, voilà, parfait. Donc une édition qui sera le 13 février. 13 février en boutique spécialisée, ça veut dire que je crois que la sortie officielle, si je ne m'abuse, c'est une semaine plus tard, ça va être le 20 du coup. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui comme moi, après, on va plutôt dans des boutiques spécialisées plutôt que d'acheter ça dans les grandes surfaces, quoi. Bref, Givre-Sort, Winterspell en anglais. Eh bien, c'est parti pour une petite analyse. Donc à chaque fois, je prends une carte, j'essaie de la comparer à d'autres. Voilà, vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Évidemment, n'hésitez pas à dire si ça vous plaît ou pas ce genre de format. Donc, au set 1, nous avons eu Stitch, Surfeur Insouciant. Pour celles et ceux qui se rappellent, eh bien, la carte valait particulièrement cher en français, notamment parce qu'elle était buggée. Il y avait eu que 1 de l'or à la place de 2. Elle était moins forte en français, mais bon, en fait, elle ajoutait 2 pareil, mais juste qu'elle était buggée. Il n'y avait que 1 symbole de l'or sur le côté en bas à droite, et donc elle valait un peu plus cher. D'autant qu'à la réédition, quand ils ont refait du set 1, eh ben, ils ont bien mis les deux points de l'or. Donc si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes. Eh bien, ils ont fait une carte qui ressemble pas mal, puisqu'il était sur un surf. C'était un surfeur insouciant au set 1, et maintenant c'est devenu un snowboarder insouciant. Regardez comme c'est magnifique. Il a baissé en coût, hein, il coûte plus que 5, il est 4-5, il a comme un peu baissé aussi en volonté. Et il a donc une capacité qui s'y ressemble, pareil, 2 points de l'or. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si vous avez 2 autres personnages ou plus en jeu, vous pouvez piocher une carte. Donc, oui, ça, c'est qu'une seule carte, malheureusement. Ouais, sinon... Donc, c'est pas quand elle arrive, c'est quand elle va à l'aventure. C'est pas 2 cartes, c'est une seule. Mais vous pouvez le faire du coup à chaque tour. Donc, techniquement, vous pouvez piocher 10 cartes grâce à ce Stitch exceptionnel. Donc, je ne sais pas si ça sera très joué parce que le jaune actuellement est est vraiment très spécialisé sur les jeux agressifs, que ce soit avec du vert ou avec du gris. Et donc, ça reste quand même un truc qui va être un peu fin de curve. Il ne fera rien quand il va arriver. Donc, je ne sais pas si... Là, je vous parle des cartes. Il y en a qui seront sûrement jouées, d'autres non. C'est juste les cartes sur lesquelles j'avais des choses à vous dire. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout fait toutes les cartes de Givre-Sort. Ensuite, on a Ursula. Ursula qui était une carte qui était sortie au 7-3, qui a été rééditée au 7-9, qui est... la maîtresse de la main adverse, quelque part, puisqu'elle va vous permettre, quand vous la jouez, de choisir un adversaire. Bon, souvent, on en a qu'un, alors qu'il y en a. Il révèle sa main et on lui défausse une carte chanson de notre choix. Très bien.
Ensuite, il y a eu Mowgli au 7-10, donc bah, il y a quelques mois, qui faisait à peu près pareil, sauf que c'était une carte non personnage, ce qui est mieux qu'une chanson, puisqu'il y a des actions qui ne sont pas des chansons, il y a des lieux et des objets, donc ça touche plus de choses. Mais elle était que 1-2, elle avait 1 de volonté en moins, et surtout, eh bien, c'est l'adversaire qui choisissait. Choisissait un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de son choix, c'est lui qui choisit la carte non personnage qui va défausser. Donc c'est bien aussi, hein, c'est joué dans les decks jaunes, mais bon, c'était un peu, ça pouvait être un peu, bah, parfois le gars ne choisit pas ce que nous on préfère évidemment. Eh bien, ils ont fait dans cet ordre d'idées un timon qui glisse avec des boules de neige et qui dit lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Ah, cette fois-ci c'est de votre choix, donc ça reste un non personnage comme Mowgli, mais c'est de votre choix. En revanche, ça coûte 3. Donc il va falloir, ça va être un peu plus difficile à poser et c'est non ancrable. Voilà, ils ont évidemment fait en sorte d'équilibrer les choses, mais on a une belle proposition, je trouve, parce qu'en plus des fois c'est pas forcément au tour 2 où c'est le meilleur moment de faire ça. Parfois ça valait le coup d'attendre un petit peu dans les tours pour pouvoir dire juste avant que tu joues ton sous l'océan, paf, je te fais un coup de timon. On nous rappellera Pete évidemment aussi qui permettait aussi de bloquer pendant un tour les actions. Là, on va directement voir la main et défausser, ce qui est vraiment très, très, très cool. Quelqu'un dit Mowgli dans la neige. Ouais, là, ils ont mis Timon, mais bon, c'est pareil. De toute façon, le thème est sur la neige. N'importe quel personnage de Disney, comme on est dans l'univers magique de l'Orcana, l'univers magique, eh bien, chacun peut se retrouver dans la neige, peu importe d'où il vient. Hein. Les Iconics des Pocahontas, j'en avais parlé avant. Bon, c'est vrai qu'à la base, on la voit pas trop dans la neige. Donc ouais, Timon, bonne proposition. Malheureusement non ancrable. Voilà, est-ce que ça va trouver sa place? Ça reste une petite 2-3 qui aura 1, c'est pas des stats énormes, mais cette capacité de pouvoir dire non seulement c'est moi qui choisis, mais en plus c'est non personnage, c'est vraiment plutôt sympathique. Ensuite on a Reuben, alors je me suis renseigné pour savoir qui était cette personne, parce que moi franchement je n'ai pas les bails de Stitch. Eh bien figurez-vous que c'est justement dans Stitch et Angel je crois, eh bien c'est un expert en sandwich, je crois que c'est l'expérience 6 de 5. Ouais, je m'étais rencardé. Donc on a Stitch, c'est l'expérience 6 de 6. Lui, c'était l'expérience d'avant, mais qui savait surtout. Enfin, je crois que c'était une sorte de gros paresseux qui savait surtout faire des sandwichs. Et l'expérience 6 de 4, c'est Angel qui devient l'espèce de copine là, de Stitch. Bon, je ne suis pas forcément un grand fan de l'or, mais c'est toujours bien de savoir un peu d'où viennent les cartes. Alors, une carte intéressante qui dit choisissez l'un de vos personnages et retirez-lui jusqu'à 2 dommages. Pour chaque dommage ainsi retiré, le prochain personnage que vous jouez ce tour-ci vous coûte 1 de moins. C'est plutôt sympathique et évidemment avec cette Mulan par exemple, soldat blessé, qui a été réédité en 7-9 et qui est donc une 2-3 à la base mais qui arrive avec 2 dommages. Donc on peut dire tour 1 Mulan, tour 2 Reuben et là au tour 3, je vais non seulement soigner ma Mulan, ce qui est quand même cool, elle passerait du coup 2-3 pour 1, ce qui sera évidemment fort. Et en plus de ça, eh bien, je peux payer 2 de moins pour pouvoir jouer quelque chose. Et donc, bah, si on est au tour 3, potentiellement qui coûte 5. Et qu'est-ce qui coûte 5 par exemple? Eh bien, la Mulan Archer d'élite, qui coûte 6 certes dans son coup, mais qui est Alter 5. Et donc, si vous jouez ce personnage en utilisant ses capacités Alter, il gagne plus 3 pour l'as de ce tour. Donc, elle a en tout, du coup, 5, 6 si jamais vous la jouez avec l'autre Mulan en dessous. Et chaque fois que ce personnage en défait un autre durant votre tour, il lui inflige des dommages. Choisissez jusqu'à 2 autres personnages et infligez à chacun autant de dommages. Donc on peut vraiment... Alors, ce qui est un peu dommage dans l'histoire, c'est qu'on n'est que au tour 3, donc il y a peut-être des chances que lui, il soit que au tour 2, et donc il n'est pas spécialement de cartes inclinées ou quoi. Puis bon, il va peut-être voir un peu le truc venir. Mais dans l'idée, en tout cas, ça fait partie des choses un peu folles qu'on peut faire dès le tour 3, ce qui est quand même très bien, en ayant en plus une Mulan qui s'est fait soigner, parce que vraiment les dégâts restent. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a Réponse. Pourquoi je vous parle de Réponse? Réponse, c'est une des meilleures cartes jaunes hein, de l'Orcana, qui de base était un peu craqué. Hein, je pense, enfin, c'est ce qui a aidé à faire en sorte de remonter un peu le jaune, qui a jamais été... Il y a eu des bons moments dans le jaune, mais on va dire que passer le jaune-gris, là en ce moment il y a quand même le jaune-vert qui est pas mal, c'est pas la couleur qu'on mettait avec le plus de trucs. Quoi. Le jaune-bleu a jamais vraiment trop marché, jaune-rouge un petit peu au départ, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui manque? Jaune-vert, ça marche pas trop mal en ce moment. Jaune-violet, était ok. Voilà. Mais donc ça reste, c'est pas la meilleure couleur de l'Orcana, on va pas se mentir, mais grâce à Réponse, ça a aidé à ce que la couleur soit forte parce que ça disait, lorsque vous jouez ce personnage, retirez jusqu'à 3 jetons dommages de l'un de vos personnages, piochez une carte par jeton ainsi retiré, donc on peut piocher jusqu'à 3 cartes avec une carte à 4 qui leur a 2, c'était très fort. Eh bien, pour les amateurs de Réponse, qui n'a pas été réédité elle dans le 7-9,
On a Ohana qui signifie famille, saviez-vous? Dans Lilo et Stitch, évidemment, c'est la ref en question. Et choisissez l'un de vos personnages et retirez-lui tous ses dommages. Piochez une carte pour chaque dommage ainsi retiré. C'est une action, c'est pas une chanson. Mais elle coûte 3, elle est légendaire. Et donc, eh bien, on va, cette fois-ci, tous les dégâts, peut-être 4, peut-être 5, peut-être plus, on va lui retirer tout et on va piocher une carte pour chaque dommage ainsi retiré. C'est quand même beaucoup moins versatile que réponse où parfois on pouvait dire bah juste je la pose en tant qu'un 5 pour 4 et je vais pouvoir aller à l'aventure avec. Donc voilà, c'est évidemment c'est pas aussi fort que réponse, mais quand même il y a un petit potentiel à pouvoir piocher plein de cartes. Le truc c'est qu'actuellement le jaune se fait. Alors si ça peut être intéressant, je sais pas parce qu'on a besoin de beaucoup de personnages, mais dans des jeux en ce moment comme le deck chien où on joue des clochards qui sont 2-8, techniquement, vous pouvez piocher jusqu'à 7 cartes, excusez-moi du peu. Bon, voilà, donc il faut... C'est une carte qui a ce qu'on appelle un plancher, c'est-à-dire un plafond. Donc le fait qu'elle soit... à quel moment elle peut être le mieux possible. Eh bien, elle a un plafond qui est assez haut, mais elle a un plancher qui est aussi assez bas. Il suffit que vous n'ayez pas de personnages ou vous n'ayez pas de personnages qui ont des dégâts, pas moyen d'en mettre. Bah, du coup, c'est pas terrible. Voilà. Est-ce que ce sera joué? Parce qu'il y a toujours eu ce côté... bah tiens, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la Mulan. Il y a beaucoup de cartes en rouge qui sont un peu SM, quoi, et qui s'infligent des dégâts. Et voilà, il y avait un peu cette combo, cette synergie du rouge qui se met des dégâts et du jaune qui soigne, qui pouvait être intéressante. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça sur les tables de tournoi, on verra si c'était le cas. Ouais, l'icône de rareté a changé, effectivement. Bah, en fait, maintenant, il est plus... parce que là, on le voit pas trop, parce que c'est un scan, mais il est brillant, enfin, il est... Je sais pas comment dire, il est un peu foil en fait ce logo. Je crois que c'est pour éviter la contrefaçon. Mais je suis d'accord qu'il était moins confondable avant. Et des fois, quand tu ouvres une légendaire, tu es en mode ah, j'ai une enchantée, une iconique, quelque chose. Bon, il commence à y avoir pas mal de choses. New reveal at in about 10 minutes, I guess. Donc là, ils ont fait la version enchantée. Je vous l'ai montré ici. Moi, personnellement, je suis pas fan. Voilà, vous êtes fan, vous n'êtes pas fan. Moi, ce côté un peu, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas très doué en art. Je reconnais le côté mignon, mais je crois que je préfère le côté un peu réaliste. Bon, réaliste pour un dessin animé, il faut le dire vite, mais vous voyez l'idée. Bon, chacun. Flat design. Ok, c'est du flat design, tout plat. Ok, bon. Ça plaît pas. Moi, personnellement, je suis pas très fan. Après, je m'en fiche, je suis pas collectionneur, donc ça tombe bien. Est-ce que vous vous rappelez de Kit, le dur à cuire? Coûtait 3 de 2. J'avais joué en violet vert notamment. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse ayant 2 de force ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Et ben guess what? On a un tigrou qui est violet pour 1 de plus, 4-3, et qui dit lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc ce qui est cool, c'est que bon, ça coûte 1 de plus. Il a quand même 4-3, donc il a quand même récupéré pas mal de stats. Mais cette fois-ci, c'est... pas forcément adverse. Ça peut être un personnage, mais ça peut aussi être un objet ou un lieu. Donc, c'est quand même beaucoup plus versatile. Et ça, c'est qu'une commune. Il y a encore un peu comme dans le set 10. On voit que la plupart des cartes, il y a une sorte de... Comment dire? Il y a une sorte de power creeping. Donc, c'est-à-dire que les cartes sont un peu plus fortes qu'avant. Mais, bon, on verra sur certaines, ce sera peut-être le cas, mais j'ai pas l'impression que... En gros, il y a des légendaires qui sont devenus plus jouables et des communes, Unco, etc. qui sont aussi devenus plus jouables. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a, je sais pas moi, 20 cartes craquées qui défoncent tout leur canard, mais qu'il y a plus de densité de bonnes cartes. Voilà, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup notamment pour les scellés. Je sais pas si vous allez en faire, mais je crois que... Alors je crois que c'est à partir du set d'après où il y aura des packs d'avant-première. Mais bon, il y aura quand même des événements d'avant-première dans certaines boutiques. Et moi, j'aime beaucoup le scellé, notamment à l'Orcana. Je trouve qu'il est assez cool. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous le dire, mais il va peut-être se passer des trucs à Cannes sur du Orcana. Voilà. Bref, je vais virer ça pour moi pour l'instant. Donc, avançons sur Pinocchio. Pinocchio, ceux qui ont été là à l'époque, qui aiment bien engager épuiser à l'Orcana des personnages adverses. On joue Pinocchio, hein, qui était que une 1-1 pour 1, et une 1 pour 2 et qui l'aurait à 1. Non ancrable en plus, mais ça nous permettait d'épuiser les personnages et donc d'aller les chercher dans une couleur qui à la base avait du mal quand même à gérer les personnages, à savoir le violet. Ils ont fait bien évidemment Elsa, qui est la reine de toutes, hein, clairement. Ils ont extrêmement bien réussi cette Elsa, qui était même, je pense, quand elle est sortie, un poil trop forte.
Bon, maintenant de nos jours, je pense pas qu'ils vont la ban, mais moi à l'époque, je me disais, mais en fait, le violet est déjà suffisamment fort. Si en plus il peut gérer des bêtes, c'est assez cool. Et ben, ils ont fait quelque chose qui ressemble. Alors, je sais même qu'il y a il y a des decks, je sais plus à quel set c'était, 9 je crois, où en fait, on jouait 4 Elsa, plus une Ursula, voire 2, bon, c'était vraiment. Mais qui était moins forte qu'Elsa de manière générale, mais qui permettait également d'épuiser une carte adverse. C'est tout le but du jeu, c'est d'épuiser une carte adverse pour pouvoir après aller la défier. Eh bien, ils ont fait un truc qui ressemble un peu aux deux, puisqu'ils ont fait donc Fresh Neige von Frimas, voilà, qui a plus on va dire, un design d'Ursula, mais qui va peut-être bien se curver avec une Elsa, puisque donc dès le tour 4, malheureusement non ancrable, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Donc vous avez une sorte de gros Pinocchio, quoi. Sauf que d'être 1 pour 2, il est 4-4 pour 4. Pareil, je ne sais pas si ce sera joué, parce qu'il y a déjà quand même une curve à 4 qui est quand même très grosse à l'Orcana, notamment en violet. Mais c'est intéressant, et c'est qu'une commune. Donc vraiment une bonne petite carte de limité. C'est la fusion entre Elsa et Ursula, je suis assez d'accord. Il y a de la neige, il y a quand même une femme avec un peu d'embonpoint, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai qu'on est sur des bails... on voit qu'il y a eu un petit mix, j'ai l'impression. Même au niveau de la robe, enfin, le côté épaule, bref. Donc ils se sont fait un peu kiffer, j'imagine qu'ils avaient ces deux cartes-là en tête. Maui, vous vous rappelez, lui aussi il avait des bras bien musclés. Eh bien, Maui, alors j'ai vu qu'il y avait une carte qui lui ressemblait encore plus, mais j'ai pas eu le temps de la mettre dans mon analyse. Donc à la base, une 6-5 pour 5 charges et combattants, qui a été difficilement détrônable, hein. Franchement, Maui a fait le taf de pouvoir être une sorte d'anti-bet sur patte, quoi, de removal, pendant très longtemps. Eh bien, ils ont fait Taram en violet, donc qui est non ancrable malheureusement, qui que 5-5, donc il a perdu un de force. En revanche, il a la charge, toujours, et il a perdu ce défaut pur d'être combattant, par le fait d'avoir quand même la possibilité d'aller chercher un point de l'or, c'est toujours ça de prix, et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un joueur et placez jusqu'à 2 cartes de sa défaut sous sa pioche dans l'ordre de votre choix. Donc bah, ça rajoute un petit effet en plus qui peut aller soit chez vous, soit chez l'adversaire, remettre des cartes. Pas encore. Bah, je pensais par exemple sur la Lady du deck chien qui permet de celle qui est Alter 3, qui permet de récupérer des cartes de sa défausse dans sa main. Hop, vous pouvez lui mettre ça et l'embêter. Voilà, le fait que ce soit une 5-5 charge, c'est quand même pas si mal. Ils ont fait une carte rouge qui était 8-5 je crois pour 6 charges combattants il me semble. Mais j'ai pas eu le temps de la mettre dans le fichier. C'est juste que ça me faisait penser à Taram. Et qu'encore une fois, si c'était compliqué d'aller défier les bêtes à l'époque en violet, bah là entre ce que je viens de vous montrer plus Taram, bon, ça commence à être tranquille. C'est Rookie en rouge, tout à fait. Bon, j'en reparlerai peut-être plus tard. Demona, pourquoi je vous parle de Demona? Parce que Demona a une capacité, j'ai bientôt fini sur leur canal, je vais bientôt vous reveal la nouvelle carte exclue. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Ensuite, chaque joueur ayant moins de 3 cartes en main pioche jusqu'à en avoir 3. Une excellente carte, hein, une des meilleures légendaires du 7-10. Mais toutes les gargouilles, que je sache, avaient en 7-10 ce défaut d'être statue le jour. Et donc de dire ce personnage ne peut pas se redresser si vous avez 3 cartes ou plus en main. Donc c'est une carte qui, mine de rien, bon c'était surtout bien parce que ça permettait de se refaire un peu une main, mais on veut pas avoir beaucoup de cartes. Et bien ils ont fait l'inverse. Ils ont fait une fée clochette qui a d'excellentes stats, 3-3 pour 3 qui aura 1, jusque là c'est à peu près classique. Mais tant que vous avez 4 cartes ou plus en main, ce personnage gagne insaisissable. Donc déjà on commence à parler, parce qu'une 3-3 insaisissable pour 3, ça peut vraiment être cool. Bah, c'est un de moins qu'un Dumbo, quoi. Et tant que vous avez 7 cartes ou plus en main, ce personnage gagne plus 3 de l'or. On a potentiellement pour 3 encres une 3-3 insaisissable, parce qu'évidemment les deux se cumulent, insaisissable qui aura 4. Donc je sais pas quel avenir elle aura, mais voilà, elle est assez fortiche, et je voulais la comparer parce que bah, c'est une légendaire du 7-11 tandis que l'autre était légendaire du 7-10, et surtout il y en a une qui aime pas avoir 3 cartes, enfin qui veut avoir 3 cartes ou moins, et l'autre qui veut plutôt avoir 4 cartes ou plus, quoi. Bref, donc c'était assez marrant. Les deux vont pas très bien ensemble, mais c'est pas impossible qu'on les joue quand même, parce que bah, si jamais on a moins de cartes, on pourra faire des monas pour ce refill, et si jamais on en a un peu plus, eh ben, on va pouvoir s'amuser avec la fée clochette, qui en plus peut récupérer, une fois que ça peut faire un peu effet snowball, effet boule de neige, ça tomberait bien pour l'exécution, puisque en fait une fois qu'elle est en jeu, si elle est insaisissable, eh ben, elle va pouvoir proc avec les Dumbo par exemple.
Oui, je la comparais à ce génie qui disait que donc il avait plus 1 pour chaque carte sous lui, donc qui vient aussi du 7-11. Et effectivement, donc une autre proposition de personnage à 3 d'encre en violet ancrable. Donc cette fois-ci, on a une 3-4 flat. Sauf que donc le boost lui permet de gagner plus 1 en lore pour chaque carte sous lui. Donc voilà, on va pouvoir faire des choses. On va pouvoir finir des games un peu plus vite, j'ai l'impression, avec le violet. Alors, je rappelle qu'on peut mettre qu'une carte, qu'on peut booster qu'une fois par tour. Mais il y a peut-être un petit cheat code qui arrive très bientôt. Quelqu'un qui ressemblait au génie, c'est bien sûr le chat du Cheshire. 3-4 pour 3, qui est je pense, la meilleure carte boost à ce jour. Je pense que c'est pas trop. Oui, j'ai l'impression qu'on est sur la meilleure carte lueur, en tout cas, donc, qui a le boost à ce jour, qui a remplacé un peu ou qui a secondé les belles. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on arrive à la carte exclue. My fellow friend in English, I have an exclu card for everyone. It's a world premiere, and sorry for my English accent. Because... Pourquoi je l'ai mis? Ouais, ça m'a saoulé. Pourquoi je l'ai mis à côté du chat du Cheshire? Parce que le boost de 2 est bien, mais c'est quand même un petit peu relou à faire, faut quand même payer. Eh bien, je vous propose une carte qui va... Hop là, qui va permettre de mettre du boost un peu gratuitement. Donc c'est une 3-4 hors d'atteinte. Je la mettrai en full juste après pour vous prendre des screens. 3 cartes hors d'atteinte pour 5. L'amour d'une mère, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche face cachée sous l'un de vos personnages ou de lieux avec boost si vous le faites piocher une carte. Donc non seulement on fait un boost gratuit, mais en plus on pioche. Donc là, on va faire l'effet du chat du Cheshire et en plus piocher. C'est pas mauvais ça. Hein. Je vous l'ai mis ici en grand et je vais me mettre en full. Si je fais ça, voilà. Ça, vous pouvez prendre des screens. C'est une world premiere. Merci encore à Ravensburger. Et encore une fois, désolé, j'avais dit vers 22h. Bon, je fais au mieux, hein, je fais au mieux. En plus, je suis tout seul, comprenez, la vie est dure. Voilà. Mais en tout cas, voici la carte exclue pour les jours du dimanche de ce 7-11. Mini Madame Gratchit, qui, je trouve, est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle carte? Moi, franchement, alors, je sais pas, le fait qu'elle coûte 5, c'est quand même un petit peu cher. 3-4 pour 2. En vrai, le fait qu'elle est hors d'attente, c'est bien aussi. Hein. C'est bien parce que quand on sait qu'on jouait Prince Philippe qui était une 3-2 pour 3 hors d'attente qu'il aurait à 2, là il y a 2 de volonté de plus. Bon, certes, on paye 2 de plus, mais il y a l'effet boost gratuit. Quoi. C'est World Premiere, tout à fait. Je vous l'affiche encore 10 secondes et après j'enchaîne. Pas trop mal en vrai. Ouais, je trouve que c'est cool. Elle est ancrable, exactement. Très sympa, nous dit Gaëtan. Et ben nickel, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux. Aucun paywall aujourd'hui. Vous savez, je suis sympa. J'ai un peu de retard, mais bon. Voilà donc Madame Cratchit en exclusivité mondiale. Je vais revenir sur moi si vous le voulez bien. Hop là. Normalement, vous avez le temps de faire vos petits bails. Et je vais... Alors attendez, je vais hop là, passer comme ça sur moi. Et j'en aurai fini avec l'analyse de l'Orcana. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai fait en gros les cartes, pas mal de cartes jaunes et de cartes violettes. J'ai pas eu le temps de faire le reste et je me suis dit, bah c'est pas grave. Comme ça me prend un petit peu de temps, je vais proposer un petit peu ça. Ça permet de parler aussi de la carte exclue. Et puis ensuite, vous me direz ce que vous en pensez sur YouTube, notamment en commentaire. Sachez que je lis tous vos commentaires. Faites attention à pas dire trop de bêtises. Bref, maintenant que c'est fait, eh bien, je vais passer sur Magic. On va finir les souris, on va passer aux tortues. Hop là. Et je vous remets un petit peu dans le bain. Je remarque une fois de plus que c'est Mini qui passe le balai en 2026. Ouais, c'est dur. Hein. c'est vrai que la condition féminine est toujours... Après, ça vient du conte Le Noël de Mickey, et qui vient lui-même d'un conte, je crois, de Dickens. Donc bref, oui. Et malheureusement, c'était un peu son taf à l'époque. Donc, Tortue Ninja. En fait, alors pour ceux qui débarqueraient, sachez que Magic est actuellement, je crois même que c'est sorti depuis vendredi dernier. Donc depuis vendredi dernier, il y a une nouvelle édition qui s'appelle l'Orwin, qui est très sympathique. On revient sur un plan qu'on aimait bien, il n'y a pas de problème. Mais dans certaines, alors il n'y en a pas eu énormément, mais suffisamment pour que quasiment toute l'édition soit leak, ou en tout cas une bonne partie. Dans certains packs d'avant-première, vous aviez à la place de la promo de l'Orwin, une promo Tortue Ninja.
Ça a été le cas notamment, je crois que c'était en Angleterre ou bref. Alors je crois qu'il n'y en a pas eu en France. Mais dans certains... Alors a priori ça vient d'Europe. Je crois que c'est Arcade Money qui a fait la bêtise. Bref, en tout cas, dans certains packs d'AP de Lorwyn, il y avait une carte promo Tortue Ninja. Et en fait, ces cartes promo, c'est forcément des rares ou des mythiques. Ce qui fait que sur les internets, j'en ai un peu parlé la dernière fois, on avait quasiment tout, voire ouais, quasiment tout, toutes les cartes rares et mythiques du set prochain. Le set qui est censé sortir le 6 mars. Donc relou. Et en fait là, il y a deux solutions. Soit Wizard dit bon, on n'a rien vu, s'il vous plaît ne partagez pas, ce sera dommage. Soit ils disent bon écoutez, on a merdé, hein, c'est clairement ce qu'ils ont dit en substance. Et ben c'est pas grave, on va vous donner toutes les cartes. On va vous mettre dans la carte d'image galerie, qui est donc là où on a les cartes en propre, quoi, officielles. On va vous mettre toutes les cartes rares et mythiques de l'édition. Donc tant pis, on vous révélera des communautés Zunko à ce moment-là. Bon, mais de toute façon, le truc c'est qu'avant, quand j'ai commencé Magic, ils faisaient une édition tous les 3 mois. Maintenant qu'ils en font une toutes les 1 mois et demi, 2 mois, bon bah tant pis, il y en a une qui a été un peu cramée. Alors ce qu'on a su, c'est qu'en plus maintenant c'est une mini-édition, un petit peu comme l'a été Spider-Man à la base, puis ils ont regonflé en mettant des cartes, et un petit peu comme l'était Assassin's Creed. Donc déjà de base, donc il y a pas mal de choses qui vont pas dans cette édition actuellement. C'est du Beyond Universe et c'est du comment ça s'appelle, Universe Beyond, qui fait un peu grincer des dents parce que maintenant, cette année il y aura plus d'éditions Universe Beyond que d'éditions classiques, quoi. Sachant que c'est donc l'Universe Beyond, c'est une licence différente du lore de Magic classique. Donc on aura cette année Tortue Ninja, Marvel Super Hero, Le Hobbit et Star Trek en fin d'année. Ça fait quand même un peu beaucoup. Ça fait beaucoup là, non? Et donc bon, ça grince un peu les dents. Moi personnellement, comme ce qui m'intéresse, c'est surtout le gameplay des cartes. En vrai, soit Tortue Ninja ou... En fait, à choisir, je préfère Halloween. Mais si y a des bonnes Tortues Ninja, je les jouerai et ça me dérangera pas. Donc je suis pas celui qui en pâtit le plus, d'autant plus que comme on est soutenu notamment par Asmodée et aussi un peu par Wizard, ils nous envoient des cartes. Donc on est content, on a plein de nouvelles cartes. Je fais des decks. J'ai fait d'ailleurs deux decks en scellé amélioré que j'aimerais bien vous jouer très bientôt avec Max, mais bon, comme vous le savez, il n'est pas forcément dispo actuellement. Bref, toujours est-il que donc, plein de bonnes cartes, de cartes intéressantes en tout cas, à décortiquer avec vous aujourd'hui sur cette analyse de Magic. C'est parti. Hop là, on va y aller. Voilà, sur les cartes rares et mythiques de Magic, dont je ne vais pas tout faire, hein, encore une fois, mais c'est des cartes où je me dis, tiens, ça c'est intéressant, ça rappelle telle carte. En plus, bon, Magic, ça a 33 ans, donc et ça fait très très longtemps que j'y joue, donc je peux à peu près, plus facilement, même encore plus facilement qu'à l'Orcana, faire des rapprochements avec d'autres cartes, donc ça va être un peu sympathique. Et c'est parti, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Donc on est en mars 2026 quand le Teenage Mutant Ninja Turtles va sortir. Et figurez-vous que 21 ans plus tôt, en février 2005, est sortie la première édition de Magic où il y avait des ninjas dedans, à savoir Betrayers of Kamigawa, qui est donc les traîtres de Kamigawa. Pour la petite histoire, cette boîte-là, pas spécifiquement celle-ci, mais c'est le premier display, ou la première display, ça dépend comment vous l'accordez, que j'ai acheté de Magic. Je crois que j'avais acheté ça à Magic Corp à la base. Et c'est la boutique pour laquelle j'ai commencé à travailler avant d'aller chez Magic Bazar, qui est devenu Play-in. Voilà. Donc, ces ninjas ont quand même une petite histoire. Moi, j'ai jamais été spécialement fan, encore une fois, des ninjas. En plus, trait de Kamigawa, enfin, le bloc Kamigawa était quand même considéré comme un des pires de tout Magic. Mais voilà, je me souviens que en 2005, j'avais 19 ans, donc je devais avoir je devais récupérer un peu de thunes, parce que je bossais l'été. Et donc, je m'étais offert ma première boîte de Magic, et quel plaisir. Alors, je sais pas si à l'époque, j'avais ouvert un Jiddu Mezawa, qui était la meilleure carte de l'édition. Mais en tout cas, c'est cool. Merci pour le sub. Donc voilà, donc 21 ans plus tard, on revient dans un univers avec des ninjas. On était revenu sur Kamigawa quand même il y a quelques temps, mais là, évidemment, il y aura beaucoup de ninjas en particulier. Le Ninja des Heures Noires, qui est donc une carte qui était sortie à l'époque de Traître. Alors là, je vous ai mis dans un design un peu plus récent. C'est pour que vous ayez la capacité en mieux dit, notamment en plus grosse. Ninjutsu, voilà, c'était la première fois il y avait cette capacité de ninjutsu qui disait pour un coup en particulier, donc là c'est un incolore et un bleu, enfin, un générique et un bleu si on veut être précis. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, 2 points, mettez sur champ de bataille cette carte engagée et attaquante depuis votre main. Et ensuite, quand il
Merci pour les subs. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, et ben on peut piocher une carte. Alors ce qui était assez intéressant, c'était que si par exemple on a, je vous ai pas mis une carte horrible à côté, Sinistrix qui est une très bonne carte, qui quand elle arrive en jeu nous fait piocher une carte. Bon, une fois qu'elle est en jeu, bon, elle a quand même le contact mortel, donc c'est sympa, souvent elle fait un peu du 2 pour 1 grâce à ça. Mais c'est encore mieux, j'allais dire, la plupart du temps, de dire bah, j'ai mis mon Sinistrix, donc je l'ai payé pour 2, j'ai pioché une carte, je suis très content. Au jour d'après, j'attaque. L'autre, il peut pas me bloquer parce qu'il a pas le vol, ou il veut pas me bloquer parce que mon Sinistre a contact mortel. Et bien là, je peux dire ah, avant de mettre des dégâts avec mon Sinistrix, avant de te mettre un, je vais payer 2, le renvoyer puisqu'il n'est pas bloqué dans ma main. À la place, c'est un ninja, et en fait, foufou, furtif, j'aime bien l'idée. Finalement, c'était pas un Sinistrix, tu t'étais fait berner, c'était un ninja des heures noires. Donc non seulement je vais connecter avec mon ninja puisque c'est avant de mettre les blessures, donc c'est avant que c'est après que les bloqueurs soient déclarés, mais c'est avant les blessures. Et donc ça va me permettre de mettre des dégâts avec le ninja des heures noires, donc en mettre 2 à la place de 1, j'ai déjà ça de prix, de piocher une carte et d'avoir récupéré en main le Sinistrix que je pourrais rejouer au tour d'après par exemple pour pouvoir repiocher. Donc c'est une capacité qui est assez surprenante, on va dire, qui marche bien avec des cartes qui sont un peu évasives, donc le vol, la menace, un bloquable évidemment, bref, voilà, et qui marche notamment pas mal avec des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, parce que du coup on va pouvoir les refaire. Donc voilà, donc ça c'était le ninjutsu. Ninjutsu qui était une capacité activée, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un sort qu'on lançait, en plus on pouvait pas se faire contrer le ninja des heures noires, parce que c'est pas lancer un sort, vous payez 2, vous renvoyez en main votre Sinistrix, et en capacité activée, vous allez mettre sur le champ de bataille cette carte-là, donc ça passait sous les contres. Voilà ce qu'il y a cette année. Donc 21 ans plus tard, ils ont refait une sorte de ninjutsu, ça ressemble beaucoup, mais ça s'appelle l'infiltration. Et vous allez voir, il y a quelques petits détails qui changent. Vous pouvez lancer ce sort pour 2 si vous renvoyez aussi dans la main un attaquant non bloqué que vous contrôlez pendant l'étape de déclaration des bloqueurs. Donc déjà, première chose, c'est forcément pendant l'étape de déclaration des bloqueurs, ce qui était déjà le cas, dans 99% des fois où vous allez faire ninjutsu. Mais techniquement, l'attaque en non bloqué, on l'était encore à la fin du combat. Donc, il pouvait se passer que c'était bien de le faire à ce moment-là. Bon, why not, mais bon, très très souvent on le faisait pendant l'étape de déclaration des bloqueurs. Et donc c'est plus logique comme ça, quoi. Ensuite, c'est un sort qu'on lance cette fois-ci. Contrairement à tout à l'heure, je vous disais c'était une capacité activée. Là, c'est un sort qu'on lance, et donc, bah, on peut se le faire contrer, certes, mais ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir faire autre chose que mettre des créatures. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il arrive engagé attaquant, ça c'est bon. Faut renvoyer le truc dans la main. Ouais, bon, grosso modo, c'est ça. On doit le faire que pendant l'étape de déclaration des bloqueurs. Bon, ça change pas grand-chose, ça. Mais c'est surtout un sort qui est lancé. Donc, à la fois, c'est plus pénible parce qu'on peut le contrer, et à la fois, s'il y a des cartes qui disent quand vous jouez un sort, nanana, ou quand une créature dit quand j'ai été lancé, etc., ça va plutôt pro que ça. Bon, en l'occurrence, Donatello, il ne fait pas piocher une carte, il crée un jeton qui est une copie d'un artefact ciblé que vous contrôlez quand il touche. Ce qui peut être bien, évidemment, si vous avez des artefacts. Il y a quelques artefacts intéressants dans l'édition, j'y reviendrai un peu plus tard. Bref, pourquoi ça change aussi? C'est parce que, eh bien du coup, alors d'abord je vous montre un petit peu une des meilleures cartes ninjutsu qui existait, et puis après je passerai sur les sorts. Donc c'est une 5-4 pour 6, donc elle était pareil, elle était sortie à l'époque de traite de Kamigawa, yeux d'encre, servante des Oni. Et donc, quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur champ de bataille sous votre contrôle la carte de créature ciblée dans le cimetière de ce joueur, et on pouvait la régénérer. Et donc le ninjutsu était pour 5. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont fait requin shredder, clone meurtrier, qui à la base se joue pour 4, mais qui du coup a un coût d'infiltration qui est supérieur. Pourquoi c'est bien de la mettre en infiltration? Parce que elle a l'initiative, et donc, elle dit à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, donc comme yeux d'encre, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à une carte de créature ciblée depuis le cimetière de ce joueur, ça ne change pas, mais cette carte-là arrive engagée et attaquant ce joueur. Ce qui veut dire que grâce à son initiative, on peut d'abord dire, donc, mettons que vous avez le petit Sinistrix de tout à l'heure, et puis lui dans son cimetière il a un gros truc évidemment, plus c'est gros mieux c'est. Mais bref, peu importe, avec n'importe quelle créature qu'il a, ça fonctionne plutôt bien. Donc vous attaquez avec votre Sinistrix par exemple, enfin, avec votre bête qui est plus ou moins bloquable. Ok, il la bloque pas, et là vous dites, avant les dégâts, je vais faire l'infiltration, je vais payer 5, je remonte mon Strix, j'ai ce truc là, comme il y a l'initiative, je vais mettre donc d'abord les dégâts avant toutes les autres bêtes qui n'ont pas l'initiative. Puisque j'ai mis les dégâts comme ça,
je vais récupérer la carte que tu as dans ton cimetière, la mettre en jeu, engagée et attaquante. Et à moins qu'elle-même ait l'initiative, et bien normalement elle va infliger ses dégâts pendant l'étape normale d'attribution des blessures. Et donc elle va en plus, avec la bête que vous avez récupérée, faire des dégâts aux joueurs. De façon imbloquable, puisque de toute façon l'étape des bloqueurs est déjà passée. Enfin, vous êtes passé à l'étape d'après. Et donc, ça peut, si jamais vous avez une carte qui a infiltration, pas infiltration parce que limite ça, vous ne pourrez pas refaire infiltration, mais vous allez pouvoir refaire les effets de cartes qui mettent des blessures aux joueurs. Si par exemple vous récupérez, alors ça ne marchera pas parce qu'il est légendaire. Ok, si vous récupérez un ninja des heures noires, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et ben vous allez donc non seulement mettre 2 blessures, c'est sûr, il devra les prendre, il ne pourra pas bloquer avec cette bête là, mais en plus vous allez pouvoir piocher, vous allez retrigger ces effets donc vous allez trigger les capacités d'arrivée en jeu de la carte que vous allez mettre depuis le cimetière adverse en jeu, puis les capacités de quand je blesse un joueur, quand je touche un joueur, etc. Donc ça peut être vraiment cool. Merci pour les subs, vous régalez. Donc ouais, Requin Shredder, on comprend pourquoi du coup son infiltration est un peu plus chère que son coup flat. C'est parce que si vous arrivez à le faire pendant le combat, et ben ça peut faire des choses encore plus folles. Voilà pourquoi, voilà la grande différence qu'il y a entre le ninjutsu et l'infiltration, c'est au niveau du fait qu'on peut jouer des sorts non créatures. Par exemple, cette technique de Splinter, parce qu'on parlait de Ra Ninja, forcément, Splinter il est quand même plutôt bien placé pour être là. Lui dit, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez cette carte dans votre main, puis mélangez. On remarque que c'est un rituel, donc on doit normalement le jouer que pendant notre tour avant ou après l'attaque, quoi. Mais comme ça a l'infiltration, on vous donne le droit de lancer ce sort au moment justement où vous allez avoir une créature non bloquée qui n'a pas encore fait ses dégâts. Donc pendant l'étape de déclaration des bloqueurs. Dans l'étape de déclaration des bloqueurs, dans un premier temps, vous déclarez tous les bloqueurs. Enfin, votre adversaire déclare tous les bloqueurs. Puis vous avez une pile qui s'ouvre, et là, vous pouvez jouer ce genre de carte-là. Donc, c'est ça qui change vraiment par rapport à avant, c'est que maintenant, on peut jouer des sorts non créatures. Et donc avoir des effets un peu sympas, comme par exemple, eh bien, vous aurez reconnu l'effet de Précepteur Diabolique. Je vous ai mis la première carte originelle du Précepteur Diabolique en français, sortie un an avant en anglais, mais voilà. Bon, à l'époque, le wording était un peu particulier. Mais donc, vous cherchez n'importe quelle carte, et en plus, comme ça fait partie des rares tutors qui vont vous faire chercher n'importe quelle carte, et bien vous n'avez même pas à la révéler aux joueurs. En fait, vous révélez les cartes que vous allez chercher, c'est écrit dans le texte, quand c'est par exemple aller chercher un éphémère. Bah, vous révélez l'éphémère pour que le gars soit sûr et constate que c'est bien éphémère. Voilà. À chaque fois que vous allez chercher, ça fait un tuteur de quelque chose dans votre bibliothèque. Dans Magic, vous la révélez toujours à votre adversaire, sauf si c'est n'importe quelle carte. Et là, ça fait partie des rares cas où ça va être le cas. Donc voilà. Donc ça vous demande quand même de renvoyer une de vos bêtes non bloquées en main, donc c'est pas non plus la fête, mais au pire vous le jouez pour 4, ce qui est ok. Et donc voilà, donc là ils ont fait un cycle comme ça de chaque couleur. On a notamment en bleu, technique de Kitsune, qui dit un adversaire ciblé me la moitié de sa bibliothèque arrondie à l'unité supérieure. Ça nous rappellera bien sûr Traumatisme, qui était sorti il y a quelques temps, et qui permet de faire la même chose. Donc si vous aimez bien meuler, moi c'est pas trop mon cas, et bien vous pourrez peut-être même le faire pour 2 en envoyant peut-être une bête qui quand elle arrive en jeu fait meuler l'adversaire. Bref, il peut se passer des petites choses. Voilà, pour les amateurs de joueurs bleus qui aiment bien meuler, ça peut être sympa. Le vert ressemble à Compagnie Rassemblée. Vous allez voir que le vert et le blanc ressemblent un peu à Compagnie Rassemblée. Je les ai mis à la suite. C'était un éphémère qui était très très fort, notamment en standard à l'époque. Pour 4, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, mettez sur champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures avec un concours anti de mana inférieur ou égal à 3. Maintenant, on dirait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, mais c'est la même chose. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Donc, vous regardez les 6 premières. Donc, c'était en éphémère en plus, c'était très fort. Votre adversaire attaquait, vous dites attends, je vais faire compagnie rassemblée, Coco pour les intimes, parce que c'était collectif compagnie en anglais. Je regarde les 6 cartes du dessus de ma bibliothèque, ah bah tiens j'ai deux bêtes à 3, boum, je les pose. Alors des fois ça pouvait être qu'une seule, des fois ça pouvait être une bête à 1, une bête à 2, mais en tout cas, au maximum, vous avez 2 bêtes à 3 qui rentrent gratuitement, il faut quand même payer 4, mais qui rentrent en jeu sans avoir à payer leur coup de mana, et en étant dégagés, en pouvant bloquer, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Et ils ont fait technique de Michelangelo, qui coûte 5 en rituel, donc c'est quand même plus cher si jamais vous le faites sans l'infiltration. L'infiltration, comme vous pouvez le voir, coûte pile le mana de Compagnie Rassemblée, c'est parfait. Vous allez regarder cette fois-ci les 8 cartes, en fait l'effet est mieux. Vous allez regarder les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque, donc c'est pas 6, c'est 8.
Et vous allez mettre jusqu'à 2 cartes de créatures avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 parmi elles sur champ de bataille, et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc clairement, c'est strictement meilleur pour deux raisons. La première, c'est que vous allez pouvoir regarder parmi les 8 cartes. Mine de rien, ça évite de fizzle, donc de perdre le fait de dire « Ah bah mince, la créature était à la 7ème position ». Donc là, ça fonctionne jusqu'à 8. Et en plus de ça, comme c'est jusqu'à 2 cartes de créature avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6 parmi elles, vous pouvez faire exactement comme compagnie rassemblée, à savoir mettre 2 cartes à 3, mais vous pouvez aussi mettre une carte à 4, une carte à 2, une carte à 6 et une carte à 0, enfin, ou une carte à 0, c'est possible, oui. Mais une carte à 6 et pas d'autres cartes, enfin, bref, vous êtes beaucoup plus libre, donc l'effet est plus fort. Bien sûr que c'est moins... c'est flat moins bien parce que c'est un rituel qui coûte 1 de plus, mais si vous arrivez à faire avec l'infiltration, vous êtes plutôt bien. Et donc voilà. Alors malheureusement, ces cartes-là qui vont arriver, même si elles ont la sécurité, vous ne pouvez pas attaquer avec, parce que vous êtes déjà dans l'étape de déclaration des bloqueurs. Enfin, je parle si jamais vous la jouez en infiltration, évidemment. Si jamais vous la jouez avant, c'est bon. Petit coucou furtif, j'ai vu une info comme quoi des cartes du set Tortue Ninja se seraient glissées dans les cartes d'AP, dans les sets d'AP. Alors oui, c'est exactement ça. C'est pour ça d'ailleurs quand je parle de Tortue Ninja actuellement. C'est parce qu'il y a des gens qui ont pu voir des cartes Tortue Ninja et donc ils ont tout révélé. Enfin, ils ont révélé toutes les rares et les mythiques, d'où mon analyse d'aujourd'hui. Ensuite, technique de Leonardo cette fois-ci. Donc pourquoi j'ai gardé la compagnie rassemblée? Parce que ça ressemble un petit peu aussi. C'est juste qu'au lieu d'aller chercher dans les 6 cartes du système de bibliothèque, on va chercher dans les 2 cartes dans notre cimetière. Donc renvoyer sur champ de bataille une ou 2 cartes de créatures ciblées, chacune avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 du plus de notre cimetière. Cette fois-ci ça coûte 4, donc comme compagnie rassemblée, mais ça ne peut pas se jouer en éphémère, et ça va chercher dans votre cimetière. Mais ça peut se jouer en infiltration pour 2. C'est plutôt pas mal. Là, pour le coup, pour 2, vous mettez 2 cartes qui coûtent 3 ou moins, ça peut quand même être sympa. Technique de Raphaël, je crois que c'est la dernière du cycle, puis il y en a une par couleur. Technique de Raphaël qui va rappeler bien sûr Roue de la Fortune, puisqu'on a pour 6 un éphémère, mais qui se joue que pour 3 en infiltration, et qui dit chaque joueur pioche se défausser de sa main et piocher cette carte. Alors la grosse différence avec Roue de la Fortune, qui est une carte pareil, iconique, hein, qui vient de Alpha à la base, là je vous ai mis en 3ème bord noir, c'est que le Roue de la Fortune, d'ailleurs il y a bien marqué dans le wording en anglais, à l'époque, chaque joueur doit se défausser toutes les cartes de sa main. Là, si jamais il a déjà cette carte et qu'il est content de sa main, il peut très bien ne pas le faire. C'est quand même pas la même chose. Hein. Voilà. Je pense pas que ce soit la plus jouée. Mais dans un deck où je suis très aggro, comment dire, je dégueule ma main, j'ai plus de cartes en main et je peux faire technique de Raphaël. Je récupère une carte rouge de mon champ de bataille qui peut éventuellement revenir, refaire des trucs, etc. Et je me refais une main de cette carte, ça peut être sympa. Mais le fait de donner le choix à l'autre, c'est forcément, on aurait préféré que ce soit obligatoire. Ah, Max dit j'avais zappé que t'étais en live. Bah désolé mon gars, mais je fais mon taf moi. Je fais mon taf. Salut bon Raph, je passe en coup de vent dire bonjour avant d'aller me coucher, bonne analyse. Merci à toi Najor. Donc comme je le disais, hein, comme Maxilad n'est pas là, je fais une spéciale analyse de cartes, j'ai déjà fait du Lorcana, là je fais du Magic, et la semaine prochaine, promis, on reparlera d'autres TCG comme Altered, comme Star Wars, comme plein d'autres, comme Riftbound, peut-être One Piece, etc. Bref, je continue sur mon analyse. Donc Raphaël, on en était sur lui, et on reste sur l'infiltration. L'infiltration c'est vraiment le gros thème de l'édition, évidemment des ninjas. Alors, lui donc, Raphaël, il est 2-3 pour 4. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont la double initiative. Donc ça, c'est typiquement une carte qu'on va vouloir faire pour son coup d'infiltration, puisque ça va permettre à toutes les bêtes qu'on a, en surprise, d'avoir la double initiative, à savoir, alors je vous l'ai mis à côté, je vous ai mis une random créature avec le reminder text, pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'est la double initiative. Et donc ça permet d'infliger en gros 2 fois ses dégâts si la créature n'est pas bloquée. Ce qui fait évidemment plaisir, sachant que si la créature est bloquée, vous allez d'abord mettre les dégâts en initiative. Si la créature en face meurt, bah du coup vous n'allez pas resubir le dégât parce que votre créature a été bloquée, sauf si vous avez le piétinement, mais vous n'allez pas prendre les dégâts de l'adversaire. Donc ça file en gros l'initiative plus une étape normale de dégâts. Donc là, comme Raphaël, si vous l'avez mis en infiltration, c'est que de base il n'a pas été bloqué, enfin en tout cas ça, la bête qui a servi pour l'infiltration n'a pas été bloquée, vous mettez au moins 4 dégâts à l'adversaire, et puis bah, si ça peut aider à booster vos créatures attaquantes, tant mieux. Garde du corps Renard Garou, ça je vous en parle, une carte qui vient d'Eldraine. C'est parce qu'on a une 2-2 pour 3 flash, quand elle arrive sur champ de bataille exilée jusqu'à une autre créature non renard ciblée, jusqu'à ce que le garde du corps renard, bon, jusqu'à ce que cette carte-là quitte le champ de bataille. Donc vous la jouez en éphémère, si vous le voulez.
Et quand vous la jouez, donc vous allez exiler une créature non renard. Il n'y a pas beaucoup de renards, mais vous allez voir que la carte dont je vais vous parler juste après est un renard. Et tant que cette carte-là est sur le champ de bataille, et ben, la carte que vous aurez piquée très souvent à votre adversaire, ça peut être la vôtre. Ça peut être la vôtre, mais bon, ça peut arriver qu'on va essayer de sauver une de nos bêtes en disant bah, je la mange avec mon garde du corps renard, et hop, quand mon garde du corps va mourir, hop, je pourrais remettre la mienne, refaire son effet d'arrivée en jeu, etc. Donc ouais, effet plutôt sympathique. Et bien, ils ont fait une Kunoichi Renegade qui ressemble un petit peu à ça. On a donc une 3-2 à la base pour 3 qui dit que quand elle arrive, on choisit une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, on exile cette créature jusqu'à ce qu'elle quitte le champ de bataille. Donc ça, classique. Mais si le coût d'infiltration a été payé, à la place, exiler la créature choisie. Donc il n'y a pas cet effet de dire quand ma Kunoichi va être gérée, tu vas récupérer ta bête. D'où le fait que l'infiltration coûte un peu plus cher, coûte un noir de plus, parce qu'elle est un peu plus comment dire, dark. Étant donné que là, vous rendez, si jamais vous arrivez à le faire grâce à l'infiltration, vous n'allez pas rendre la créature. Je crois que le design était assez intéressant, parce qu'en fait, au pire des cas, vous avez quand même une carte qui va embêter une bête adverse en l'exilant tant qu'elle est là. Et puis bah, si vous faites l'infiltration, GG à vous, vous l'avez géré pour de bon. Kona bestiole de sauvetage. Alors j'en parle parce que c'est une carte qui en plus est un peu jouée en ce moment en standard. Une 4-3 pour 4 qui dit au début de votre deuxième phase principale, si elle est engagée, vous pouvez mettre sur champ de bataille une carte de permanente depuis votre main. Pour ceux qui ont connu à l'époque joueuse de flûte elfe, à l'époque de la carte Ophelos, eh bien ça permet de mettre des créatures en jeu gratuitement. Mais il faut qu'elles soient engagées pour ça. Et ben ils ont fait un truc qui ressemble un petit peu, c'est Michelangelo, improvisateur, qui est une 4-4 pour 4, on va gagner un point de défense en plus, c'est cool, d'endurance, qui a aussi infiltration et qui dit à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez mettre sur le bataille une carte de créature et ou une carte de terrain de votre main. Donc l'autre c'est un permanent, c'est-à-dire que vous pouvez pas, je crois avoir vu en standard actuellement que certains petits malins utilisent cette carte pour pouvoir mettre des omnisciences en jeu. Et omniscience c'est un enchantement pour 10 qui dit que vous pouvez jouer toutes vos cartes gratuitement. C'est un peu débile. Donc là vous pouvez pas le faire parce que c'est forcément créature ou terrain, mais vous pouvez mettre les deux. Ça veut dire dans un délire un peu plus, on va dire, good stuff, sans avoir de trucs qui soient beaucoup trop forts, sans avoir un truc forcément combo. Vous allez pouvoir mettre et une bête gratuitement et un terrain, c'est toujours ça de prix. Et si vous n'avez pas de créature, vous allez quand même pouvoir éventuellement mettre un terrain si vous en avez un de plus en main. Donc je trouve ça pas mal. Bon, on est quand même plutôt content de mettre des créatures. Ça marche cette fois-ci avec l'infiltration, donc c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même pouvoir passer, il faut payer 4. Bon, les deux coups de 4, donc ça va. D'ailleurs, c'est pour ça, là, il n'est pas beaucoup plus cher, mais il est un peu plus color intensive, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que il va falloir payer 2 mana génériques et 2 verts plutôt que 3 génériques et 1 vert pour pouvoir la jouer. Mais vous pouvez... en fait, ce qui est cool... Alors, attends, oui, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, si vous aviez par exemple pas de carte en main, enfin pas de créature en main, mais que vous aviez une carte avec un effet d'arrivée en jeu, et ben vous pouvez dire, c'est le sinistre streak de tout à l'heure, vous pouvez dire j'attaque, tu me bloques pas, je mets Michelangelo, pour faire ça j'ai dû récupérer ma bête, et donc quand je vais mettre des blessures avec Michelangelo, je peux rejouer ma bête gratuitement, enfin je peux la remettre en jeu gratuitement, et donc refaire son effet d'arrivée en jeu, etc. Ça peut être intéressant, d'ailleurs c'est une mythique, hein. On voit à droite que son symbole est cuivré. C'est mythique et pas rare. Je voulais montrer une grosse bête en me disant bah tiens si vous savez pas quoi mettre gratuitement depuis votre main, ils ont sorti Armagon et pas Armageddon. Requin du futur qui a une illustration particulièrement classe et on comprend que je crois que c'est Donatello mais avec son petit bâton. Et les jetons puisque on a un gros requin horreur mutant qui peut arriver en flash en plus, donc qui peut arriver à vitesse d'éphémère et qui est une 9-6 pour 8. Quand elle arrive, détruisez jusqu'à 3 créatures ciblées. Ça peut être débile, hein. Si vous aimez bien jouer en multijoueur notamment, vous pouvez annihiler les cartes de votre adversaire. Vous pouvez même tuer techniquement jusqu'à 4 cartes de votre adversaire, puisque vous allez pouvoir dire, comme ça le flash, je le fais à la déclaration des... Enfin, je le fais pendant l'étape de déclaration des attaquants. Donc il a attaqué. Avant de passer à l'étape des bloqueurs, où la première chose qu'on fait c'est de bloquer, vous jouez cette carte-là, vous lui tuez 3 bêtes, et la deuxième, vous la bloquez à l'étape d'après. Donc voilà, ça peut être un peu fatigué. Et si jamais vous aimez particulièrement bien cette carte et que vous avez envie de le faire à tous les tours, eh bien je vous propose Clonage de Shredder, qui est donc une saga, un enchantement qui va avoir des effets à tous les tours, qui est en fait à peu près le même effet. En gros, quand il arrive à l'âge 1,
vous allez exiler une carte de créature ciblée de votre cimetière. Vous allez créer un jeton qui est une copie, excepté qu'il n'est pas légendaire et que c'est un mutant en plus de ses autres types. Donc là, si vous faites sur Armagon, bon bah il est mutant déjà de base, c'est pas grave, mais il est plus légendaire. Vous allez voir que ça a son intérêt pour après, puisque donc vous allez faire, donc vous allez en gros, c'est comme si vous aviez réanimé une bête quoi. Bon, jusque là pour 6 c'est un peu cher quand même. Mais à l'âge 2, donc au tour d'après, vous allez créer un jeton qui est une copie de cette carte là, donc que le premier que vous avez mis en jeton soit mort ou pas, vous allez recréer une copie, et comme en plus elles sont pas légendaires, bah du coup elles vont pas se détruire, c'est parfait. Et à l'âge 3, vous allez sacrifier le clonage de Shredder, mais vous allez aussi recréer une troisième fois la carte en question. Alors c'est une carte qui peut se faire complètement anéantir si, quand vous la mettez en jeu, vous ciblez du coup une bête de votre cimetière, votre adversaire dit en réponse, je te la retire de ton cimetière. Là, vous avez un enchantement pour 6 qui fait rien. Mais à partir du moment où vous avez réussi à manger une carte, tant qu'on ne vous gère pas l'enchantement, bah, pendant 3 tours, vous allez avoir une bête qui est une copie de ça. Ça peut faire des choses un peu bébêtes. Est-ce que il y a des gens dans le chat qui connaissent Akroma, Ange de la colère? Moi, c'était à l'époque de Légion quand c'est sorti. Une carte qui m'a fait vriller. J'étais en mode waouh, vigilance, vol, piétinement. Il n'y avait pas marqué vigilance à l'époque. Il y avait marqué attaquer ne les fait pas s'engager. Célérité, protection contre le noir, protection contre le rouge. Une grosse carte injouable, mais qui a plein de capacités sur elle. Eh bien, si vous la mixez avec une forge de son brassier, donc une carte, un artefact pour 9 qui dit que les artefacts que vous contrôlez sont indestructibles, eh bien vous obtenez, mes chers amis, le grand méchant de Tortue Ninja, en tout cas selon moi. Donc il y a Shredder, mais il y a aussi Krang, bien sûr, qui est un Utrom, seigneur de guerre Utrom en l'occurrence, et qui donc est 9-9 pour 9, donc vraiment les mêmes coups que la forge, et qui a vol, piétinement, indestructible, célérité. Donc ça met une grosse start à 9 quand ça arrive. Et les autres créatures artefacts que vous contrôlez ont le vol, le piétinement, l'indestructible, la célérité. Ça fait une sorte de mix entre... genre Akrangma quoi. Akrangma de son brassier. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous avez un gros truc énorme. Alors, évidemment que c'est le genre de carte qu'on va essayer de pouvoir mettre de façon plus... Si jamais vous avez possibilité d'aller récupérer un artefact dans votre bibliothèque, main, cimetière ou que sais-je, sera peut-être moins cher que de payer 9, mais voilà, vous pouvez faire des choses un peu débiles avec ce Krang qui évidemment est assez costaud, puisqu'il est dans une sorte d'humanoïde, la robot, et il va pouvoir déchaîner des enfers. Voilà, ça me faisait un peu marrer d'avoir ce genre de grosse bête à la suite. A l'inverse, mais on reste quand même dans les artefacts, on a le mutagène, qui est une carte plutôt mignonne, et qui a l'avantage de... oui, c'est vrai qu'il n'a pas la vigilance, Kiyuko, t'as raison. Bah, il n'est pas là pour défendre, il est là pour mettre des grosses starts. C'est vrai qu'au moins Akroma avait cette capacité de pouvoir dire je te mets un coup à 6 et puis je regarde un peu ce qui va se passer. Bref. Le mutagène, donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va s'intéresser aux marqueurs +1 +1. J'aime beaucoup les synergies avec les marqueurs +1 +1. Et là, ça va être assez intéressant. Donc, ça fait 3 fois que je dis intéressant dans la même phrase, j'en suis navré. Pour 2, à chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1 +1 sur elle que vous contrôlez quitte le champ de bataille, créez un jeton mutagène pour chaque marqueur +1 +1 sur elle. Donc si on a une carte qui avait 3 marqueurs +1 +1 sur elle, quand elle meurt, on va créer un jeton mutagène. C'est quoi un jeton mutagène? Il est marqué à côté, en dessous ou à côté. C'est donc un nouveau type de jeton qui dit on paye 1 en langage, on le sacrifie, et on met un marqueur +1 +1 sur une créature ciblée, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. En gros, c'est une sorte de marqueur +1 +1 qui est délayé, quoi. Il faut quand même le payer 1, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quelle bête, ce qui peut être intéressant. Encore une fois. Et on a une autre capacité dans cette carte-là, c'est de dire que vous pouvez l'engager, et comme c'est un artefact et pas une créature, vous pouvez le faire dès qu'il arrive en jeu, il n'a pas la malinvocation. Vous exilez une carte ciblée depuis un cimetière et vous créez un jeton mutagène. Ce qui est... Alors, il vous faut forcément une carte dans un cimetière, parce qu'il faut forcément que quand vous voulez faire cet effet, il y ait une carte à cibler. S'il n'y a aucune carte à cibler dans les cimetières, vous ne pouvez pas le faire. Si vous avez une carte dans votre cimetière mais que vous ne voulez pas la cibler, bah, vous ne pouvez pas faire l'effet. Donc il vous faut au moins une carte à cibler, mais c'est quand même assez facile d'avoir une carte vraiment dans un cimetière. Et si c'est le cas, donc vous l'exilez et vous créez un jeton mutagène. Donc à chaque tour, vous allez créer des jetons mutagènes. Vous allez pouvoir les sacrifier pour les mettre sur vos créatures. Et quand vos créatures vont mourir, vont même pas mourir, vont quitter le champ de bataille. De façon bouncer, exilé, ce que vous voulez. Vous allez créer des mutagènes pour chaque marqueur. On voit bien le côté un peu viral de la chose. Paye ta confusion entre mutagène et le mutagène. Ah oui,
Oui, le fait que ce soit un marqueur mutagène et que ce soit la carte mutagène. Ouais. Bah alors, si t'aimes bien mutagène, je te présente Mutagène Man, gelée vivante, qui lui aime bien les mutagènes évidemment. 2-3 piétinements pour X et 2 verts, ça rappellera un petit peu le design des hydres. Il y a beaucoup d'hydres comme ça où il faut payer X et ça arrive avec X marqueur plus 1. Là, c'est un peu plus tricky. Donc c'est, il arrive en créant X jetons mutagènes. Mais les capacités activées des jetons d'artefacts que vous contrôlez, oui, coûtent 1 de moins à activer. Ce qui fait qu'en fait, si vous l'avez payé, je sais pas, pour 5 par exemple, vous allez mettre donc 3 jetons mutagènes en jeu. Et vous allez pouvoir gratuitement, puisqu'il n'y aura même pas besoin de payer 1, enfin en tout cas tant qu'il est en jeu, vous allez pouvoir mettre ces mutagènes, quoi, donc ces petits marqueurs plus 1, soit sur lui-même, soit sur une autre créature. Vous pouvez dire, bah tiens, si j'ai une petite 1 vol, je mets mutagène man pour 5, je craque 3 jetons mutagènes gratuitement, je les fous sur la 1 vol, et hop, je te mets 4 avec ma bête. Et je m'amuse. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça fonctionne donc sur les jetons d'artefacts que vous contrôlez. Ça fonctionne notamment aussi sur les jetons sang, qui font défausser piocher. Et ça fonctionne sur les indices, qui sont des cartes qui disent payer 2, sacrifiez-la, piochez une carte. Là, vous n'avez que 1 à payer. C'est toujours ça de prix. Il va sûrement y avoir d'autres jetons, mais c'est les 2 qui me sont venus à l'esprit. Alors si vous aimez bien les marqueurs, eh bien je vous présente Mickey et Léo, KO et Horde. En fait, non seulement c'est une petite édition, mais en plus ils n'avaient pas de quoi faire suffisamment de cartes, donc ils ont fait plein de duos comme ça. Bon, évidemment, les rageux vont râler, moi j'en fiche encore pas mal. Mais on a donc une 2-2 pour 2. À chaque fois que vous mettez un marqueur sur une créature que vous contrôlez, piochez une carte. Cette capacité se déclenche une seule fois par tour, sinon ça aurait été un peu débile, notamment avec le Mutagène Man. Mais vous voyez, à chaque tour, vous allez quand même pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, alors c'est bête, vous pouvez le faire que en rituel, le mutagène. Mais sinon, techniquement, vous pouvez le faire à votre tour et au tour adverse pour pouvoir piocher. Enfin, si vous arrivez à trouver de quoi mettre des marqueurs plus 1 sur vos bêtes, vous pourrez piocher du coup à chaque tour, c'est un régal. Ensuite, alors on parlait de Michelangelo et des marqueurs mutagènes. Enfin, des jetons mutagènes qui mettent des marqueurs plus 1 plus précisément. Et bien donc on a un 1 pour 2 qui arrive et qui pond un jeton mutagène. C'est toujours ça de prix. Mais en plus, si au moins un marqueur plus 1 devait être mis sur une créature que vous contrôlez, autant de marqueurs plus 1 sont mis sur elle à la place. Ce qui fonctionne, enfin ce qui évidemment fonctionne déjà, oui, mais nous rappelle écaille renforcée. Ce qui fait que, alors, techniquement, sans ça, vous avez une 3-3 pour 3, puisque vous avez payé 2. Mais vous l'avez en 2 temps, quoi. Vous payez 2 puis 1. Vous avez votre carte à 2, puis après vous pouvez sacrifier pour pouvoir dire je mets un marqueur, mais non, en fait ça en met 2, donc je mets une 3-3. Why not? Mais c'est surtout évidemment intéressant avec un thème marqueur, avec notamment un cahier renforcé qui fait la même chose. Et à savoir que là, si vous faites tour 1 cahier renforcé, tour 2 Michelangelo, au tour 3, si vous craquez votre mutagène, il vous fait un marqueur plus 1, puis vous mettez ces deux capacités d'emplacement. Vous mettez la première, c'est que vous voulez, qui va en faire 1 de plus. L'autre qui va en faire 1 de plus. Et du coup, vous aurez 3 marqueurs plus 1 pour seulement 1 mana à mettre sur lui ou sur une autre. Donc c'est quand même assez sympa. Si vous aimez bien les marqueurs plus 1 on a aussi l'aspirante luminarque. Donc ça, c'était une ancienne carte qui fonctionnait plutôt bien. Une 1-1 pour 2. Au début du combat, pendant votre tour, vous mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ça pouvait être elle. Ça pouvait être aussi un copain qui était là juste avant pour pouvoir mettre des points. Et bien, on a le double de l'aspirante luminarque qui est arrivé. C'est Agent Bishop, homme en noir. 1-2 pour 3. Au début du combat, pendant votre tour, ciblez jusqu'à 2 créatures. Il peut être compté dedans. Mettez un marqueur plus 1 sur chacune d'elles. Donc si vous avez que lui en jeu, il peut avoir qu'un seul marqueur. Mais il suffit que vous ayez une autre créature en jeu, mettons que vous avez l'aspirant luminarque par exemple, et bien vous pouvez faire, je mets un marqueur sur Agent Bishop, un marqueur sur Aspirante, et puis je remets un marqueur sur Aspirante parce que je joue Aspirante, bref. Vous pouvez vous amuser comme ça avec des marqueurs, c'est assez fun. Leonardo le Tranchant, alors ça c'est pour faire un lien, parce que cette carte-là a, on va dire, 3 thèmes particuliers, parce que je vais après finir avec les thèmes, le thème point de vie, il y a quelques cartes qui s'intéressent au PV. Donc on a une carte qui a l'infiltration, si vous avez bien suivi vous savez ce que c'est. Infiltration 1, l'avantage c'est que c'est assez facile du coup de renvoyer une carte pour pouvoir la rejouer juste après. Le lien de vie, donc quand elle va mettre des blessures, elle va vous faire gagner des points de vie. Et ça tombe bien puisqu'à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur Leonardo. Donc en fait quand elle arrive, elle tape à 1, mais si vous la mettez en infiltration, elle tape à 1, mais elle va avoir un marqueur plus 1 directement. Vous faire gagner un point de vie et être de 2 pour le prochain tour. Ce qui fait que quand... alors, attention, c'est à chaque fois vous gagnez des points de vie. Donc c'est quoi, quel que soit le nombre que vous gagnez en une seule fois, vous allez gagner un marqueur. Donc au prochain tour, vous avez une 2-2. Si vous attaquez qui ne vous bloque pas,
vous donc lui faites perdre 2, vous gagnez 2 points de vie, et vous gagnez qu'un seul marqueur. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal, et si vous avez d'autres sources pour pouvoir gagner des points de vie, là ça va fonctionner. Si vous avez par exemple 2 créatures qui ont lien de vie, ça vient de sources différentes, et oui, normalement ça passe. Alors oui, je vous montre un petit peu l'avatar du vent du sud, qui donc marche aussi avec les points de vie, qui va être intéressant. Ce sera la fin pour cette analyse des cartes Tortue Ninja de Magic. On a une 3-4 contact mortel pour 4, pardon. Chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un nombre de points de vie égal à son endurance. Okay, et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Et ça, on l'avait déjà vu sur certaines créatures, mais ça permet d'avoir des combos un peu débiles. C'est jouable en standard. Mettons que vous avez un Leonardo random, par exemple. Vous avez un avatar du vent du sud, et vous mettez Conquérant assoiffé de sang. Et là, vous attaquez avec votre Leonardo. Il est 1-1. Il a juste fait ça. Il est 1-1. Peu importe le lien de vie. Vous savez quoi? Vous avez une 1-1 qui a aucune capacité. Vanilla. Et là, le gars, il a 2 choix. Soit il bloque pas. Mais dans ce cas-là, il y a le Conquérant assoiffé de sang qui va dire bah, tu viens de te faire prendre un point de vie. Donc, je vais gagner un point de vie. Mais comme l'avatar du vent du sud dit quand vous gagnez des points de vie, l'adversaire perd un point de vie. Et bah, du coup, vous allez recommencer comme ça à l'infini, jusqu'à ce que l'adversaire meure, en fait, tout simplement. Donc ça fonctionne comme ça. Et si jamais il vous bloque, votre 1-1 de mort là, laquelle vous avez attaqué, il vous dit bah non, je peux pas, faut surtout pas que je me prenne un dégât, je bloque. Et bien là, il y a l'avatar du vent du sud qui va dire ok, mais du coup, il y a une autre créature que vous contrôlez qui est morte, donc vous avez gagné un nombre de points de vie à son endurance, donc 1. Comme vous avez gagné des points de vie, non, grâce à l'avatar du vent du sud, vous avez gagné des points de vie et du coup vous allez faire perdre un point de vie, vous allez faire perdre un point de vie qui va vous faire gagner un point de vie, etc. etc. Donc c'est j'ai envie de dire comment on appelle ça? Côté Doom, Ah, j'ai plus mes mots, j'ai beaucoup trop parlé, j'ai plus mes mots. La fatalité, c'est la fatalité. Si vous avez ça en jeu et une petite 1-1 qui attaque, eh bien je ne donne pas cher de la peau de vos adversaires d'ailleurs, puisque ça marche pour tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est à chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Donc ça marche même en multijoueur. Voilà pour la petite combo des familles. Et je crois avoir fini avec cette analyse des cartes Magic et aussi un peu l'Orcana tout à l'heure. J'espère que ça vous aura plu. Il est minuit pile, c'est très bien. Dites-moi en commentaire à quel point vous avez apprécié. Est-ce que ça allait? J'essaie de tenir un rythme qui était quand même assez dense. J'ai vu des gens qui étaient en mode respire, respire. Non, il se trouve que juste j'avais envie que ce soit dynamique, quoi, et moi ça m'allait d'aller à ce rythme-là. Voilà, dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé. C'était donc un TCG show un peu hors série, comme vous pouvez le voir. Le truc, c'est que à part sur Magic et sur l'Orcana, je me trouve pas assez doué dans les autres. Peut-être Riveband bientôt, mais actuellement, je suis pas assez bon dans les autres TCG pour pouvoir vous faire ça sur tout. Mais en tout cas, sur l'Orcana et sur Magic, j'ai un peu de background et donc ça peut le faire. Voilà. Je vous rappelle, avant de vous quitter, les différentes annonces. Hop là. Tac, 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 tac. Alors, ça donne envie de jouer avec ce set Tortue Ninja qui est un de mes dessins animés de cœur. Bah, parfait. Nickel. Ah, le but, c'est que vous ayez aussi envie de jouer, bien sûr. Donc on se donnera rendez-vous la semaine prochaine pour un TCG show un peu plus classique où il y aura Maxildan, où je vous parlerai évidemment des news de tout ce qui s'est passé. Mais d'ici là, demain, c'est pas sur le programme, mais non, quelle journée? On est, ceci dit, pile à l'instant, il est minuit. Donc nous sommes officiellement mercredi. Donc j'ai raison de dire que demain, à savoir jeudi 29 janvier 2026, eh bien on aura un mini tournoi de Riveband donc à partir de 15h jusqu'à 21h environ, où on a normalement 4 personnes du nom de Amandine, Eva Boreal, Roro et avec un W. On avait reçu pour Altered il y a pas si longtemps. Roro ASMR. Et Dwagby, s'il vient, s'il nous fait l'honneur de sa présence, sinon on se débrouillera. Donc ils vont faire un tournoi débutant de Riveband, mais nous on sera là à côté d'eux pour les aider. Alors, pas forcément pour les backseats, mais pour faire en sorte que les règles soient clean, soient propres. Et donc voilà, on va faire ça jeudi. Ça nous permettra de voir si est-ce que Riveband est accessible aux débutants ou pas. C'est ça qu'on s'était dit. Donc on verra ça ensemble. Et à partir donc de vendredi 14h, eh bien on fait le grand chelem, puisqu'on va faire 12 jeux de société jusqu'à dimanche soir. Ce sont les 12 nommés aux As d'Or. Je rappelle que l'émission on a fait avec Ted il y a quelques heures là, sera j'imagine en rediff assez vite, et on a commenté un peu les différents nommés.
Donc ça, c'était, donc c'est les nommés. La cérémonie des As d'Or, elle, aura lieu le 26 février à Cannes. On y sera évidemment avec Max et Marie Grandjeu. Et Ted Etienne d'ailleurs, qui sera aussi là. Eux seront sur scène et puis nous, on sera, comme l'année dernière, en train de vous commenter ça. Et donc voilà, pas mal de choses à dire, mais si jamais vous avez pas eu l'occasion de jouer à ces jeux, eh bien on va y jouer pour vous à partir de vendredi. Voilà, comme vous pouvez le voir, on va être bien chargé. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Le visuel est déjà prêt. Bah, en fait, l'avantage, c'est que eux avaient déjà. Je crois que les délibérations, ça a dû être fait fin de semaine dernière, quoi. Donc eux, ils avaient déjà préparé leur petite asset. Nous, on s'est bien gardé d'aller les cuisiner pour dire alors c'est quoi. Déjà parce qu'ils n'ont pas le droit. Et aussi parce que bah, on aime bien avoir la surprise. On a fait nos petits pronos. On est plutôt tombé. Ouais, enfin. À deux avec Max, avec Ted, on a trouvé des bonnes choses. First Strat, je pense qu'on l'aurait pas eu. Mais je crois que sinon, tous les jeux qui sont là, ouais. Tous les jeux qui sont là, avec Ted, on les avait plébiscités. Ah si, je crois que Ted voulait mettre Flip 7 et puis finalement, il l'a retiré. Bon, peu importe. C'était un petit jeu entre nous. On va essayer de voir, en y jouant, qui mérite le plus d'avoir l'As d'Or cette année. En tout cas, voilà. Dans les 6 sur 12 dans tes pronos Dolmor, c'est déjà pas mal. 3 de ce week-end, les grosses sessions de jeux de société me manquaient. Eh bah, écoute, là, on va être en plein dedans. Pour ceux qui étaient en mode, oui, les TCG, il y en a un peu trop. Là, vous avez bouffé du jeu de sauce. Et d'ailleurs, merci d'avoir répondu. Il y a pas mal de gens qui ont répondu sous la vidéo du dernier TCG Show. Si c'est pas le cas, allez le faire. Sur est-ce que c'était plus legit d'avoir. C'est bien que la vidéo se finisse, j'ai plus de voix. Est-ce que c'était plus legit d'avoir une chaîne où il y a tout dedans, comme on a actuellement, mais avec des gens qui sont en mode ah c'est dommage, on préférait plus de jeux de société, ou inversement des gens qui sont en mode bah non mais moi je veux que du TCG. Donc on hésitait à split la chaîne en deux pour faire aussi une chaîne TCG spéciale. Pour l'instant on est plutôt parti sur un nom et donc bah écoute, on verra ça, on voit un petit peu les commentaires. Moi, les deux, je trouve que c'est bien. Soit on peut rester sur un truc et on bombarde de contenu, tant pis. On va peut-être essayer de faire une sorte de compromis où je trouvais ça plutôt bien l'idée que quelqu'un avait dit de mettre des miniatures spécialisées sur jeux de société, enfin bien reconnaissables sur jeux de société et sur TCG, comme c'est un peu le cas sur TCG Show et jeux de société, c'est un peu différent. Donc est-ce qu'on va faire ça ou pas? Peut-être qu'on partirait plus là-dessus pour commencer, puis on verra si un jour ça devient plus légitime de créer une deuxième chaîne, c'est toujours un peu relou. Bref. Voilà. Le split à moins d'1 million d'abonnements, c'est ridicule. Bon bah écoute. Alors le truc c'est que tu peux avoir moins d'1 million d'abonnés et dire Là ça va parce que c'est jeux de société et TCG ça reste quand même des frontières un peu poreuses, quoi. Il y a beaucoup de gens, comme nous d'ailleurs, qui font un peu les deux. Si c'était le jour du dimanche, on aime bien cuisiner, genre. Bon, déjà, c'est pas le cas. Je pense que si on avait dû faire une chaîne de cuisine le jour du dimanche, à mon avis, elle serait pas sur la même chaîne. Tu vois. Je pense pas que ce soit legit de penser juste si t'as pas. Mais ça va. Pour moi, ça dépend surtout de à quel point tes activités sont déconnectées. Bref, chacun a son petit avis là-dessus. N'hésitez pas à le dire en commentaire du TCG Show de la semaine dernière. Voilà, qui donc est en ligne depuis quelques heures, si jamais vous suivez ça sur Twitch. On se donne rendez-vous, comme je le disais, donc pas mercredi, mais jeudi, aux alentours de 15-16 heures, pour pouvoir suivre le tournoi de Riftband avec des influenceurs. Et sinon, comme vous pouvez le voir, sur du jeu de société à balle à la fin de la semaine. Je vais aller me reposer. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. C'est là. Ciao.